Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Marketing Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, également en Guadeloupe, en Guyane, en France et en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'aurai le plaisir, le grand plaisir de l'animer aujourd'hui en compagnie de mademoiselle Cindy. Comment allez-vous, Cindy? Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Rappelez-nous votre nom de famille, parce que j'arrive jamais à le dire. Il recommence. C'est vrai. Alors c'est Remambi. Remambi. C'est ça, tout à fait. D'accord. C'est pas tellement. C'est pas difficile à dire. Hein. Ça, Remambi. Si tu vois comment ça s'écrit, c'est incroyable. Il y a des Y, des H. Il n'y a pas de H, mais il y a des Y. Il n'y a pas de H. Mais c'est un peu comme elle. Hein. Bonsoir, José Charlotte. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça pourrait aller mieux. Bien entendu, je dis bonsoir à toute la population. Et bien entendu, je pense particulièrement aux personnes victimes du transport. Et bien entendu, il y a une tranche de la population qui me demande de parler un peu de ça. Ce sont les agriculteurs qui perdent leur récolte et les éleveurs qui sont en difficulté avec leurs animaux. Vos initiales, c'est quoi? JC. JC, en effet, José Charlotte. Mais il y a quelqu'un d'autre dont les initiales sont JC aussi, c'est qui? Un homonyme. Pour les religieux, ça peut être Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Et pour les savants, ça peut être je connais. Je connais. Non, mais ça c'est pas vous, ça c'est pas vous. Docteur Montezum, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Laouché. Mais écoutez, M. Laouché, je suis toujours surpris par Est-ce qu'on entend bien le docteur Montezum parce qu'il parle assez bas, là, hein? Alors, faites bien attention quand le... Je suis toujours surpris par l'extrême galanterie que vous avez envers les femmes martiniquaises, même quand elles sont belles. Surtout. Surtout, donc je ne sais pas. Vous allez lui demander son nom chaque fois qu'elle va venir ici. Qui? À Cindy. Ah, ça vous choque? Ah ben, tout à fait. Bon, ben, soyez choqués. je le suis, mais dites-vous bien que je ne suis pas le seul. Hein? C'est pas bien grave. Bonsoir, monsieur Serge Souffleur. Quelles sont vos initiales? SS, le sinistre mémoire. Le sinistre mémoire. Alors, je n'ose pas le dire puisque vous me le demandez, mais cette impertinence que vous portez à chaque fois à demander à Cindy son prénom, c'est une forme... Son nom et son prénom, c'est une forme de galanterie. Son prénom, je sais. Mais c'est une forme de galanterie et presque un aveu quelque part. D'accord, mais Montezum n'a pas compris ça. Mais Cindy a compris, c'est une femme. Nous allons ne pas avoir aujourd'hui le docteur Mpaye qui n'est pas dans notre pays en ce moment. On va parler, si vous voulez bien, du tourisme dans notre économie. Est-ce que c'est une chose importante? Est-ce que ça prend de la place? Est-ce qu'il faut développer le tourisme? Comment ça se passe actuellement? C'est le docteur Montezum qui s'est particulièrement penché sur ce problème, mais il l'a fait après José Charlotte. José, allons-y. Le tourisme? Ah. José. Non, c'est ça, c'est là. C'est le devoir que vous m'avez donné. Mais non, mais ouvrez-le, José. Vous l'avez ouvert déjà. Non, attendez. Ce qui se passe, c'est que... Ce qui se passe, il faut que vous le sachiez, parce que je ne veux rien vous cacher, c'est que comme le docteur Montezum n'a pas confiance dans les capacités intellectuelles de José Charlotte, il lui a fait parvenir un document, et donc c'est avec ce document que José va nous parler du tourisme. Non, c'est bien pas ça. du tout. Ah, c'est pas ça. Attendez, ce n'est pas du tout ça. Nous avons un document. Et j'ai demandé, José est très pointu sur les affaires économiques. C'est pourquoi je lui demande d'ouvrir le banc, c'est tout. Alors, il a des chiffres, c'est important les chiffres. Il a les chiffres, donc il peut nous dire les chiffres et puis on peut discuter autour des chiffres. Des chiffres que vous lui avez communiqués. Oui, c'est ça. Et que, voilà, c'est bien ce que je disais. préfère que ça soit dit par quelqu'un qui C'est bien ce que je fait d'économie. C'est lui votre porte. Voilà, si vous préférez. Mais allez-y, si vous préférez. docteur et José. Ce ne sont pas dans mes habitudes de lire in extremis un document aussi sérieux et un sujet aussi complet, ou l'inverse. Et à ce titre, bien entendu, je vais faire de mon mieux pour répondre aux besoins de Montezum, puisque je suis, dans ce cas, son préposé. Oui.
Oui, en effet, le tourisme représente un volet important de l'économie de la Martinique. Et je crois qu'il faut qu'on prenne ça au sérieux, quand bien même qu'il y a des groupes, des personnes qui pensent que le tourisme a des effets, bien entendu, certains effets négatifs sur l'écologie et l'environnement. Bon, il est bien évident que nous sommes dans un contexte territorial où il n'y a pas de minerais, il n'y a pas d'industrie lourde, il n'y a pas de système qui permet d'avoir des emplois durables et où les gens font carrière après leurs parents, comme ça se passe en Hexagone. Il est bien évident qu'un certain nombre de communautés d'agglomération qui ont dorénavant la compétence touristique, ils font beaucoup d'efforts pour développer le tourisme et pour répartir, disons, les répercussions, les recettes touristiques sur l'ensemble des communes de leur communauté d'agglo. J'ai pour souvenir que l'Office du tourisme de l'Espace Sud, l'OTI, avait à un moment recensé l'ensemble des points à visiter, des points intéressants pour permettre au tourisme d'avoir bien entendu un centre d'intérêt et de pouvoir visiter l'ensemble des éléments dans chaque commune pour que chaque commune puisse bénéficier. Bien entendu, Fort-de-France aussi la communauté centrale du centre a fait la CACEM a fait beaucoup d'efforts aussi dans ce sens. Et bien entendu, le Nord, qui avait, entre guillemets, un pseudo-retard, a pris beaucoup d'élan, puisque depuis quelques années, il y avait 6 bateaux de croisière à Saint-Pierre, entre-temps il y a eu 12, et l'année dernière il y a eu 31. Donc bien entendu, le Nord aussi bénéficie d'une certaine capacité, d'une certaine compétence, et il y a un certain nombre de sites historiques, faunistiques et environnementaux à visiter, et là le travail se fait. Donc bien entendu, sachant que le bâtiment a des difficultés, le commerce a des difficultés, l'agriculture a des difficultés, le tourisme, à certains égards, représente, disons, un volet complémentaire qu'il ne faut pas négliger. Une cloche de salut. Mais non, mais attendez, mais qui représente combien dans le pays? Qui représente... regardez. Qui représente 1%, j'ai vu que la masse financière. Non, mais comparez-le. Oui, non, c'est trop sérieux. Ce que je vous ai donné, c'est un document qui compare entre la Martinique et les autres îles de la Caraïbe. Alors, c'est 1% du PIB à la Martinique, et c'est combien de pourcents pour les autres îles? Mais c'est écrit là. Oui, non, mais... Je ne te demande pas d'inventer quelque chose. Vous avez le document. Non, je n'ai pas préparé le sujet dans ce sens-là. Non, mais c'est écrit, tu peux le lire. Oui, mais même... Non, docteur, si vous le savez, dites-le. Vous le savez. Mais non, je ne le sais pas, puisque je lui ai donné le document. Attendez, mais vous êtes extraordinaire. Pourquoi vous lui avez donné? Vous n'êtes pas bien. Mais docteur... Dites-le nous de vive voix, docteur. Oui, je viens de recevoir le document. Donne-lui au docteur. C'est écrit là. Même si ça vaut notre PIB. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Vous avez un problème? C'est 1%. Eh bien... Oui, mais il ne faut pas interpréter ça comme ça, docteur. Mais non, attends. Mais non, j'ai voulu lire ça par quelqu'un qui a quand même quelques notions d'économie. C'est pas le seul. Un peu plus quand même. C'est 1% de quoi? C'est 1% du produit intérieur brut. Ouais, le PIB. Nous sommes bien d'accord. Oui. Alors que dans les autres îles du CARICOM, nous sommes dans le CARICOM. Ouais. Nous sommes membres associés. Membres associés, pas membres oui. du CARICOM. C'est 7%. Donc c'est beaucoup plus que nous. Mais pas forcément. 1% de quel volume financier? Voilà. Ouais. C'est 1% de quoi? Voilà. Oui. Ma question, c'est combien un touriste dépense en Martinique? Non, c'est pas ça la question. Non, c'est pas du tout ça la question. Non, c'est pas du tout ça la question. De mon avis. Non, c'est pas du tout ça la question. Oui. Je vous dis que le tourisme, finalement, en fin de compte, ne représente qu'1%, alors qu'il représente 7% des autres îles de la CARICOM. Il y a quand même... Ça devrait nous permettre quand même de réfléchir. Pourquoi nous devrions, comme eux, avoir 7%? Bon, alors, la Martinique reçoit quand même chaque année, grosso modo, 1 million de touristes. Grosso modo, la moitié en croisière. En croisière et l'autre moitié, comme on dit, en tourisme résident. Oui. Le tourisme a rapporté plus que la banane, parce que je crois que la banane doit se trouver entre 1,5 et 2 millions, alors que le tourisme a dépassé largement les 2 millions.
des 3 millions. 300 millions. 300 millions. Bon. Donc, on pourrait s'imaginer que c'est quelque chose de très important pour la Martinique par rapport, par exemple, à la banane. Hein? Bon. Alors que ce tourisme rapporte aux gens de la CARICOM 7 fois plus que ça ne Est-ce rapporte... que c'est 7% de leur... Non, non. Laissez-moi poser une question. 7% de leur PIB, c'est ce que vous avez dit. C'est 7% du PIB. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Ce n'est pas un chiffre en valeur absolue. Oui. Mais non, attendez. Ça ne dit rien, ça ne mais dit non. pas grand-chose. Mais non, ne partons pas dans ça pour faciliter les choses. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous porte un document qui dit que ça a apporté 7 fois moins que les autres pays de la CARICOM. Bon, n'essayez pas d'inverser et me demander... Parce que quand vous dites ça, ça ne veut rien dire. 7% du PIB, si le PIB est très bas, on peut atteindre 18%. On ne peut pas comparer avec nous. Et ça dit pour autant qu'il y a des efforts à faire, nous, ici en Martinique, pour que nous ayons Je parle de ce que ça rapporte à la population martiniquaise. Je suis précis dans ce que je dis. Oui. Bon, alors, je dis, le tourisme a rapporté 7 fois plus à la population du CARICOM qu'à la population martiniquaise. C'est ce que je dis. Alors, vous pouvez me demander pourquoi. Pourquoi, Et je peux essayer de vous dire pourquoi. Oui, pourquoi, docteur? Alors, c'est parce que les structures qui touchent cet argent ne dépensent pas cet argent à la Martinique. Ah, vous commencez à comprendre. Alors, les grands postes du tourisme, c'est quoi? Moi, j'en connais 3 grands. Le premier, c'est le transport. C'est le transport qui est le poste le plus cher. Pour venir à la Martinique maintenant, c'est combien? C'est 1000 et quelques. Oui. D'accord, très bien. C'est le transport. Alors, le transport est tenu par quoi? Il est tenu par des grandes compagnies comme Air France, comme Air Martinique et Air Caraïbes. Et Air Caraïbes. Non, mais il y a Corsair. Il y a Corsair aussi. oui, plus les petits vols. Le transport ne se résume pas à ça. Le transport également, c'est quand les gens louent des voitures. Ça aussi, ça fait partie du transport. Nous sommes bien d'accord. On est d'accord. Bon. Alloigo, tout ça. Et ces postes-là ne sont pas dominés par les Martiniquais. Le deuxième poste important du tourisme, c'est l'hôtellerie. Et l'hôtellerie n'est pas dominée par les Martiniquais. Ouais. Nous sommes bien d'accord. Enfin... Ça dépend. Attendez. Il y a une mutation. Voilà. Il y a une mutation avec Airbnb. Nous sommes bien d'accord. Mais je dis traditionnellement, c'est les grandes compagnies hôtelières qui, finalement, empochaient cet argent. Et vous savez qu'également, concernant le transport de véhicules, les petites sociétés martiniquaises ont été pratiquement bouffées par les grandes sociétés de transport, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, je ne sais pas. Autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il reste peu à distribuer aux Martiniquais dans leur pays qui puissent permettre de faire tourner la machine économique. C'est ce que je veux dire. Et je veux dire que ça, par rapport au CARICOM, c'est une chose qui doit quand même nous interpeller pour que nous puissions voir comment faire pour que ça rapporte un petit peu plus aux Martiniquais. Alors, c'est vrai que il y a, comme vous avez dit, les boches de quelque chose, puisque l'hôtellerie, les grands hôtels ont beaucoup périclité à la Martinique, et c'est remplacé par ce qu'on appelle Airbnb, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens chez l'habitant, ce qui permet à l'habitant d'engranger un petit peu cet argent. Oui. Oui, alors ce que je voulais dire pour le docteur, je suis d'accord un peu avec ce qu'il dit. Cependant, il y a quand même d'autres pôles de dépenses qu'il n'a peut-être pas nommés et qu'on aurait pu accroître la dépense ici. Par exemple, l'alimentation. C'est un pôle non négligeable aussi. Quand on voyage, il faut bien s'alimenter. Donc peut-être essayer de mettre en place des stratégies pour que les touristes puissent consommer davantage en termes alimentaires sur le territoire. Il y a aussi le facteur souvenir. On ne peut pas être en vacances dans un pays sans dépenser un peu d'argent dans les souvenirs. Donc je pense aussi qu'il faudrait peut-être augmenter cette part, trouver des stratégies pour augmenter cette part sous le tourisme.
Et également la partie activité, c'est-à-dire activité nocturne. Les touristes viennent en Martinique pour aussi profiter de la vie nocturne. Et c'est là qu'il faudrait peut-être mettre en place des vraies actions pour que les touristes puissent se dire, nous avons un circuit nocturne, nous avons des boîtes de nuit qui sont gérées par des Martiniquais, nous avons des bars lunch, etc. On dépense beaucoup dans la soirée nocturne. Oui, laissez-moi vous dire, Cindy, et le docteur Montézieux, il y a deux sortes de touristes. Il y a les touristes qui ont de l'argent et les touristes qui en ont moins, ce qu'on appelle les touristes sac à dos. Dans les pays de la zone, à la CARICOM, nous avons énormément de touristes il y a des hôtels 5 étoiles, donc qui attirent des gens riches, 5 étoiles. Nous, en Martinique, nous sommes infoutus d'avoir un seul hôtel 5 étoiles. Pourquoi ils peuvent avoir des hôtels 5 étoiles? Parce que lorsqu'il y a un touriste qui arrive dans cet hôtel 5 étoiles, il faut 3 personnes à sa disposition, même 5 personnes à sa disposition, et comme le salaire de ces gens-là est beaucoup plus bas que le nôtre, effectivement, ils peuvent mettre 5 personnes à disposition d'un touriste, alors que nous pouvons mettre à peine une personne, eu égard à ce que nous payons cette personne. Donc, nous ne pouvons pas concurrencer aujourd'hui ces pays qui, par ailleurs, ont les mêmes atouts que nous, la même mer, les mêmes plages et tout le reste. Donc, il faut que nous mettions l'imagination au pouvoir et que nous pouvions proposer autre chose à des touristes haut de gamme. Quand vous voyagez dans les îles voisines, vous êtes frappé de voir l'habitat. Nous avons en Martinique un habitat beaucoup différent de ce qui est dans ces îles-là. Nous avons des grandes maisons, de belles maisons. Et remarquez, prenez votre voiture, si vous voulez, allez dans la Martinique, vous verrez le nombre de maisons qui sont abandonnées. De maisons qui suffisent, en dur, quoi, de belles maisons et tout, ils sont abandonnés. Eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça dans la Caraïbe. Et donc, nous pourrions nous appuyer sur ça. Faire en sorte que nous puissions réparer toutes ces maisons, faire en sorte que ces maisons redeviennent habitables et attirer les gens en Airbnb et devenir la destination phare, la destination extraordinaire qui n'existerait nulle part ailleurs, où nous sommes des spécialistes du Airbnb. C'est une idée que je donne comme ça, mais je dis qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir. Ce n'est pas du tout en essayant de concurrencer les gens de la CARICOM sur leur terrain que nous arrivons à nous en sortir. Serge Touffleur. J'ai ouï dire, en préambule de ton propos, docteur, tu disais que ceux qui avaient la charge et la responsabilité de ce tourisme-là en Martinique ont failli. Par ailleurs, j'ai ouï dire... Non, mais j'ai ouï dire. Il y a pensé. Hein? C'est encore plus grave. Mais, par ailleurs, j'ai ouï dire que la responsable ou la présidente du tourisme en Martinique aurait passé la main. Et vous savez pourquoi? Mais docteur, dites-le-moi. Non, c'est vous qui allez nous dire. Non, alors, tout cela pour vous dire... Non, c'est pas tout cela pour vous dire, dites-nous pourquoi. Non, mais... que le sachant, je ne vais pas le dire. Vous êtes journaliste? Comment? Vous êtes journaliste? Mais docteur, pour vous dire la chose suivante, nous devons nous mettre au travail, tous ceux qui ont la responsabilité de ce tourisme-là, et nous mettre au travail et faire ce que nous sommes en droit, ce que nous pouvons faire, parce que nous avons des potentialités, nous avons des possibilités, nous avons des moyens, n'est-ce pas? Et essayer, autant que faire se peut, de faire un tourisme de qualité ici. Et comment? Bien sûr, puisque pas grand-chose n'est fait jusqu'à présent. Non, attendez. Oui. C'est pas la question du jour. Hein. Oui. Attendez, quand M. Larouché dit qu'il faudrait qu'on fasse mieux, tout le monde est d'accord. Oui. C'est pas ça la question. La question, c'est au nombre de touristes égal
au nombre de touristes égal, la population martiniquaise en bénéficie 7 fois moins que dans les îles du CARICOM. C'est ce que j'ai dit là. C'est ça la question autour de laquelle on parle. Hein. On n'est pas en train de dire... attendez, on n'est pas en train de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas ça. Mais que c'est un touriste plus haut de gamme. Oui. Sauf si vous me dites... Alors, ce qui est intéressant, c'est dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population martiniquaise puisse bénéficier 7 fois plus de cette manne pour que nous soyons au même niveau que les autres du CARICOM, c'est ça mais que diantre, et docteur, il importe, et vous en conviendrez, que nous tous réunis, nous mettions ensemble, nous donnions les moyens à ces Martiniquais que vous dites qui justement ne se mettent pas à la hauteur de ces pays de la CARICOM pour avoir un tourisme intéressant. Ça n'a rien à voir. Oui, mais alors... Je parle de la population martiniquaise. Oui. Cette étude est faite par rapport à la population générale. Oui. C'est-à-dire que cette étude dit qu'au nombre de touristes à un nombre égal, la population du CARICOM bénéficie 7 fois plus de la manne touristique que la population martiniquaise. Oui. C'est à cette question qu'il faut répondre. Il ne faut pas répondre à côté. Mais non, l'équation, elle est toute simple. Est-ce que l'étude dit que les touristes dépensent 7 fois plus d'argent dans les pays voisins? Est-ce que cette étude dit ça? Comparativement à la Martinique. Elle ne dit pas ça. Oui. Attendez. Mais ce n'est pas une question de dépenses touristiques. C'est une question de bénéfices, oui. Pour la population. C'est pas la même chose. Ça va pas nous tomber des mains, il faut faire quelque chose. Attendez, je peux donner un exemple. Imaginons, j'ai une maison aujourd'hui, je la mets en BNB. Dans mon BNB, je propose ma voiture. Donc je mets ma voiture en location pour le touriste qui arrive. Donc du coup, l'argent est à moi. Je lui propose le petit déjeuner. Donc je lui fais le petit déjeuner. L'argent retombe dans mes mains. Voilà. Je lui propose le menu de toute la semaine. Donc, il veut être authentiquement local, il va manger local. Donc, je vais lui préparer un repas sur toute la semaine. Une seconde. Et vous êtes entendu avec le maire de votre commune qui organise des réceptions, des choses le soir, pour que les gens du Airbnb puissent aller s'amuser. Et ça fait de l'argent pour la population. Oui. Voilà une proposition qui est frappée d'intelligence. Et quand... écoutez, de bon sens surtout, et d'intelligence, pourquoi pas? Et Cindy, je la vois dans ce créneau, n'est-ce pas? Parce que les gens qui ne se bougent pas, c'est vrai qu'il le problème. Il faut avoir l'imagination Bien sûr. Et aller vers le Airbnb. Il y a tellement de maisons de fonctionnaires qui sont abandonnées parce que les enfants sont partis. Les fonctionnaires n'ont plus les 40% pour entretenir la maison et ils préfèrent donc partir faire des croisières et tout. La maison est en délire. Il y a plein de maisons comme ça. On pourrait être un lieu de Airbnb mondial, quoi. Bon. Vous voulez dire quoi? Alors, docteur Moutouzi, je ne vais pas reprendre les propos que j'ai entendus préalablement, mais quand vous dites que 1% seulement de la manne financière profite aux Martiniquais par rapport à la Caraïbe, c'est 7%. Ce n'est pas des Russes qui viennent travailler ici, quand même. Je ne vais pas faire un cours de maths ni maths P. Delta X sur X, c'est toujours un pourcentage. Delta X sur X, c'est toujours un pourcentage. Il a retenu quelque chose. Puisque quand on dit qu'un montant sur une masse financière sur un territoire, comme la Caraïbe, ça peut vouloir dire que dans cette île de la Caraïbe, il n'y a pas une grosse masse financière circulante. Donc, la masse financière touristique, divisée par la masse financière circulant sur le territoire, va donner un delta X sur X, un pourcentage plus élevé. Oui. C'est ça, la réalité. Ce qu'il faut voir en comparaison par rapport à la Martinique, si en Martinique, il y a une masse financière 10 fois plus élevée, et si vous avez le pourcentage de consommation financière des touristes de passage du même profil, du même trait de projectoire, on peut retrouver le même montant de la Caraïbe. À la différence, c'est que est-ce qu'on trouve le pourcentage à l'état haut, proche du 7%, est-ce qu'on trouve un pourcentage à l'état bas, près de 1%? La masse financière, les salaires de la Caraïbe sont plus faibles.
n'y a pas de doute. Non, il ne s'agit pas de ça. Par contre, en Martinique, Oui. les salaires sont plus élevés. Il ne s'agit pas de Quand ça. bien même qu'on Oui. se retrouve avec des éléments additifs différents, parce que dans la Caraïbe, il ne faut pas se faire d'illusions. Le transport en avion dans la Caraïbe, c'est à peu près les mêmes choses que chez nous. Hein. Les propriétaires d'avions de chez nous, ou les propriétaires d'avions en Amérique qui posent aux États-Unis, en Allemagne, qui posent ailleurs, le poids du transport est très élevé aussi sur, sur la facture du tourisme. Je n'ai pas dit l'inverse. Hein. Bon, si c'est l'inverse... Je n'ai pas dit l'inverse. Ah, d'accord. Donc, au moins, on a un certain nombre d'éléments stables qui justifient qu'on ne peut pas comparer pour dire qu'il y a une vraie différence. Bon, Ce qui a changé depuis quelques années et qui est peut-être même en notre faveur, c'est que dans la Caraïbe, de grandes chaînes hôtelières, 4e niveau, 4e étoile, 5e étoile, appartiennent à des sociétés de transport aérien. Hein? Et ces personnes-là payent, les touristes payent aux États-Unis, l'argent reste aux États-Unis, et quand le touriste visite l'île, c'est un petit pourcentage, disons une commission. On peut dire une petite commission qui arrose le marché local. Très bien. Et pourtant, ils ont touché 7 fois plus que nous. Parce que... La population a touché 7 fois plus que nous. Alors, deux critères. Non, soit qu'il y a plus de tourisme. Non, il n'y a pas plus de touristes. Je vous explique, c'est pas ça. Toucher plus. C'est là, on n'a La pas... redistribution de la population est plus importante dans le CARICOM qu'à la Martinique et à la Guadeloupe. C'est là encore, je vous dis, Alors, ma question on ne peut pas comparer... Vous avez compris ce que je veux Oui, dire. mais On ne ma peut pas question comparer est la de bout suivante, en blanc. docteur. On doit rester toujours dans le critère masse financière circulant sur masse financière consommée sur masse financière circulant. C'est à partir de ça. Sauf qu'il y a un critère. Ces chiffres-là ne peuvent pas rester éternels, puisqu'il y a quelque chose qui va changer et qui a déjà changé chez nous. Il y a une trentaine d'années, les grands hôtels consommaient une grosse manne financière de circulant. En tout cas, aujourd'hui, c'est la population locale Airbnb qui récupère quasiment une grosse masse financière de ces hébergements. Qui est en train de... Et ça ira crescendo. Donc, automatiquement, dans un temps assez proche, la propension marginale financière circulant sera beaucoup plus en notre faveur qu'en faveur de la Caraïbe, si la Caraïbe ne fait pas tomber ses hôtels. en tout cas, mes sources, c'est IEDOM 2026 et d'après ONU et INC. Oui. D'accord. Donc, Oui, ce sont mes sources. mais hein. les bases, oui, mais les bases de leur calcul. Je ne pas savoir les bases de leur calcul. Leur métier, c'est de faire ça. Monsieur Souffleur, allons-y. Comparaison n'est pas raison. Ah, ouais, tiens. Oui. Comparaison n'est pas Mais raison. laissez-le parler. Comparaison n'est pas raison. Et alors, mais il n'en demeure pas moins qu'un problème se pose là. Oui. Et alors, si nous voulons avancer, il faut poser les bases, hein, et essayer autant que faire se peut de trouver les éléments pour avancer justement, pour nous faire avancer dans ce domaine-là. Non, attendez. Mais Attendez, pas y docteur. casser. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que dans le CARICOM, dans ces pays où ils font partie du CARICOM, les postes de grosses dépenses sont occupés par des locaux? Ah, ça, Il n'en sait rien. Et c'est là... Grosse question. Non, mais c'est le problème que vous posez en réalité. Il essaie de trouver Attendez, des failles à ce que j'ai dit. c'est le Moi, problème que vous posez. Ce que j'ai dit, c'est que le gros bataillon, c'est d'abord le transport, ensuite l'hôtellerie, et ensuite les services. Alors, Transport, le hébergement. transport, Hébergement. l'hôtellerie, la restauration et les services. Et les services. Et les services on est d'accord. Des Mais secteurs qui sont Voilà. défaillants. Alors, il faudrait que vérifier. les services, puisque les services sont faits par des Martiniquais, il faudrait que ces services-là soient vraiment payés aux Martiniquais. Alors, je vais vous prendre un exemple. J'ai une dame qui fait des kayaks. Oui. Elle fait des kayaks et elle fait 20 euros. Non, elle fait 20 euros. Non, qu'est-ce que je dis? Elle fait 30 euros quand on est accompagné et 25 euros quand on est seul, quand on prend son kayak et qu'on se débrouille. Alors, il y a un tour opérateur. Je ne vais pas dire lequel, mais je peux le dire, hein, qui veut lui acheter Ces services
son tour à 17 €. Il le revend à son tour opérateur À 30 80 €. Oui, Oula. mais c'est ça le business. Mais alors? Oui. Oui, Mais c'est ça le business. Oui. Mais c'est ça le business. Autrement dit, la Martiniquaise, elle n'a que 30 €. Il veut lui acheter moins cher qu'elle ne le vend, et il veut le vendre Plus cher. combien de fois plus cher? 80 fois plus cher. Mais- 4 fois en plus le cher. vendant 4 fois plus plus cher. cher. Mais docteur Montezine. Il vous répond, c'est ça le business. Mais c'est un risque Non, financier. non, mais docteur Vous Montezine, l'avez non, dit. ça, je ne vais pas vous laisser dire ça. Docteur Montezine, ça répond à d'autres analystes. Il faut aller quand même beaucoup plus loin. Si le tour opérateur, si lui, il a déjà des charges de structure, de présentation, de publicité, Donc c'est normal. Toute une chaîne Donc c'est normal. de services, et qu'à la fin, il lui dit voilà, tu exerces seulement ta profession, je m'occupe de tout le reste. C'est ça. Est-ce que le prix que je vous propose Voilà. vous permet de vous tirer d'affaire? L'essentiel, c'est ça. Est-ce qu'elle s'en sort avec ce prix-là? Si elle- 17 €? Si elle s'en sort avec ce prix-là, Non, elle ne s'en sort pas avec 17 €. La preuve, c'est à qu'elle ce a refusé. moment-là, il n'y a pas de rencontre de volonté. À ce Non, non, moment-là, non, il ne faut non, elle a pas faire. refusé, elle refuse, Ça elle ne peut- veut pas. C'est normal, Elle ne veut pas. parce que le contrat ne peut pas être Moi, formé. j'ai vu des groupes. Mais- Alors, j'ai vu des groupes de gens qui font Fontaine-Didier, Absalon à pied. Il y a une petite marche qui s'appelle Chemin Régie, où passe d'ailleurs le tuyau d'eau qui amène l'eau à la ville de Fort-de-France. C'est très bien parce que ça passe sous bois, forêt primaire, rivière pratiquement sur tout le long, etc. Tout opérateur, genre, j'ai vu un groupe, 25 personnes. Tout opérateur, 50 personnes. Et 50 €. Vous avez déjà fait le calcul, vous êtes un mathématicien. Et quand je regarde ce qu'ils donnent au Martiniquais qui est... Le guide, comment oui. on l'appelle Le guide, oui. il ne donne pas 5%. Ça va pas, Mais c'est non. pas ce Vous qu'il faut pouvez voir. raconter tout ce Non, que mais vous c'est pas voulez, ça qu'il faut hein. voir. Il faut voir Vous pouvez que- nous raconter tout ce que vous il faut voulez. voir qu'est-ce qu'il a comme charge. Oh, d'accord. Je vais pleurer. On peut aller dans... Je vais certainement pleurer pour lui. Non, on peut voir ce qu'il a comme charge. Parce que On si peut vous avez... pleurer aussi. Si vous... Non, c'est bien. Docteur Montezine, si vous, directement, vous faites 500 clients par année, à 10 €, le tour opérateur vous propose 5000 clients par année, à 8 €, 7 €. Peut-être que vous faites une meilleure affaire. Il ne faut pas voir ce que lui, il gagne, parce que lui, il a des charges que vous ne connaissez pas. Nous sommes dans Moi, une je vous économie dis de que marché. c'est ce qui gangrène ce pays. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Hein? Mais c'est valable- Moi, je vous c'est dis valable à ce qui Saint-Vincent. gangrène ce pays, Mais c'est que les quand on va à Martiniquais Saint-Vincent de base ou à Tortola, c'est pareil. n'arrivent pas à gagner leur vie à cause de ces... De ces Prédateurs, De vous ces dites. pratiques. De ce prédateur. de ces méga structures Oui, oui. qui empochent, Mais c'est la qui loi, écrèment c'est la loi du marché. tout Nous le... sommes dans une Oui, économie c'est de la marché. loi. Alors, donc on continue comme ça. Mais, Mais continuons comme ça. Que peut-on? Qui peut-on? Non, on arrête le capitalisme. Oui, Parce que oui. C'est la base même du capitalisme. Très Hein. bien, très bien. Il faut passer au socialisme. Très bien, Oui. très Non, bien. Et puis on arrête d'être Moi, je capitaliste. suis d'accord L'économie, avec c'est une économie de le marché, docteur Montezine parce que quand ces Très grosses bien, très bien, structures très bien. viennent sur le territoire, ils détruisent les petites structures. Nos Exactement. Martiniquais n'ont plus de travail. Exactement. Et on est en train de s'appauvrir. Et je suis d'accord avec le docteur Montezine. Il faut protéger nos emplois, il faut protéger nos richesses. Et je suis d'accord avec lui. Mais faut donc il privilégier les faudrait Martiniquais. revenir Non, à mais une il faut- classification. Non, mais il faut être et- d'accord et des que- méthodes d'ici. hein. Non, mais il faut être d'accord aussi, si un co-contractant vous propose une affaire qui n'est pas rentable pour vous, vous avez la faculté, l'opportunité de dire non. Eh bien, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, parce que... C'est une très bonne chose de dire non quand on ne peut pas. Il y en a qui crèvent tellement de faim qu'ils disent oui. Mais docteur, je parle de méthode, je vous dis, on n'a qu'à revenir à une coercification des méthodes en Martinique et pour Une quoi empêcher. Ce qui se passe en Corse. Donc il y a des corsifications. Très bien. Eh bien, ce matin, vous dites des choses intéressantes. Là, hein. Ah ben vous voyez, docteur, eh ben, ça vous a déridé. Eh ben, Non, ça, docteur c'est- Montezine, j'aurais préféré qu'entre les deux, s'il n'y a pas rencontre de volonté, s'il n'y a pas accord, Oui. ils prennent une troisième personne, un médiateur, et qu'ils négocient à trois pour trouver un chemin commun. un modus vivendi. Oui, Vous comprenez si- ça? Oui. Vous avez ce qu'on croit, moi? Oui. Qu'il faut faire une révolution. Bon. Hein. D'accord. Donc, et on installe le socialisme ici. Oui, À bas le capitalisme. Comme À bas le Comme ça, capitalisme. docteur Faites ça comme vous voulez. Comme ça, docteur Montezine, comme vous, comme ça, 10% de la population va travailler pour redistribuer pour 90% jusqu'au jour où tout le monde sera pauvre.
On va maintenant parler, si vous le voulez bien, des vaches qui prennent du fer à cause de la canicule. Il n'y a pas que les vaches. Donc, parlons de la canicule. Qu'est-ce qu'ils vont parler? C'est vous, jeune homme? Personne? Alors, personne ne va parler. Mais qui voulait parler d'une histoire de vache? Tout le monde peut parler. C'est lui. Tout le monde, nous sommes à jour de tout ça. Oui. Bon, attendez, je vais parler le prince, vous ne voulez pas parler, et je vais mettre le débat à un niveau que vous ne pourrez pas suivre. Donc, on parle beaucoup de la canicule, de l'eau. Moi, je m'interroge véritablement parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et ce qui m'inquiète personnellement, c'est de voir que le réchauffement climatique fait qu'on a de moins en moins d'eau sur Terre. Pas seulement parce que ça, il y a les vaches qui deviennent maigres. Non, il y a de moins en moins d'eau sur Terre. Et je me demande si ce n'est pas un phénomène très ennuyeux qui commence, le début de la fin du monde. Je vous écoute. Monsieur Langer, je ne vais pas faire un cours de droit des institutions de l'ancien temps pour vous dire que les villages, les villes ont été créées autour des points d'eau. Dans le passé, les hommes se déplaçaient et dès lors qu'ils arrivaient à se stabiliser, ils se stabilisaient parce qu'ils avaient trouvé une source ou un point d'eau. Donc c'est comme ça qu'on a trouvé les premiers groupes de population. C'est le clan, le village, la commune, la ville et puis, bien entendu, la capitale. Donc, en effet, on a trouvé dans le passé que l'eau avait créé la vie. Jusqu'à maintenant, l'eau maintient la vie. Et par nature, par parallélisme des formes, on sait bien que l'absence d'eau va détruire la vie. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun doute que si la population a des difficultés pour avoir de l'eau de bonne qualité, et si le bétail et l'agriculture n'ont pas d'eau pour survivre, nous sommes dans un système déclinant qui se traduit par, en effet, la destruction de la vie. Donc je pense que Dr Montezum, qui est un spécialiste membre de plusieurs conseils d'administration autour de l'eau, il peut quand même nous faire part de ses observations, mais je suis entièrement d'accord qu'il y a un début de destruction avec un appauvrissement beaucoup plus rapide de la population qu'on y pense. Docteur? Appauvrissement en eau. Appauvrissement tout court. Appauvrissement très général, même économiquement. Docteur Moutezim, si vous n'avez pas d'eau pour produire vos revenus agricoles, culture, élevage et même travail... Même de l'eau pour boire aussi. Même de l'eau pour boire. Il y a des régions d'Afrique où vraiment l'eau est une... Voilà, vous vous appauvrissez naturellement. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, ça c'est quand même... un peu fondamental. Alors, une première question. Vous savez que la Terre, c'est la planète de l'eau, puisqu'on dit qu'ailleurs, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il y en a, mais pas sous une forme liquide. Il y en a sous toutes les formes, gazeuses, solides, mais il n'y a pas sous une forme liquide. Donc, on n'en connaît pas. Peut-être qu'il y a, mais on n'en connaît pas. Donc, la planète Terre, c'est la planète de l'eau. La première question, est-ce qu'elle s'est raréfiée? C'est une première question. Parce qu'on dit qu'il y avait de l'eau sur Mars, mais que cette eau s'est évaporée dans le cosmos. D'accord? Alors, première question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y a moins d'eau sur Terre? Eh bien non, il n'y en a pas moins. Il y en a comme avant. Alors, même depuis le réchauffement climatique. Même depuis le réchauffement climatique. Alors, donc il y en a dans les océans, il ne faut pas oublier non plus qu'il y en a dans les océans. Mais il y a un endroit où il y en a et où les gens le savent peu. C'est à l'intérieur de la Terre. À l'intérieur de la Terre... Les nappes phréatiques. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est pas ni les rivières souterraines, ni les nappes phréatiques, ni les impluviums, c'est pas ça. À l'intérieur de la Terre, il y a un mélange de feu et d'eau. Ouais. Il y a beaucoup plus d'eau mélangée au feu. Alors ça paraît paradoxal. L'eau et le feu, en principe, ça ne va pas ensemble. Mais c'est comme ça. Il y a beaucoup plus d'eau et de feu à l'intérieur de la Terre que dans tous les océans du monde. D'accord? Donc, est-ce qu'on va manquer d'eau? Non. Par contre, comment on va le répartir? Alors, surtout comme vous dites qu'il y a comment vous dites, transformation climatique, ce changement climatique. Alors, c'est vrai qu'à la Martinique, pour parler des animaux, là, effectivement, c'est à la période de juillet-août qu'il pleut le plus. Et cette année, c'est la période où il pleut le moins. Oui, Donc, on peut s'imaginer que
C'est le changement climatique qui fait ça. Bon, mais bon, moi je pense que c'est seulement une question de gestion de la Martinique. Hein. Oui, oui. À la Martinique, c'est une question, on l'a répété 20 fois ici, hein, c'est une question de gestion de la ressource. Est-ce que la ressource est suffisante? Oui. Est-ce qu'on la gère bien? Non. Vous êtes dans les organes de gestion, vous. Moi, je suis non seulement au comité de l'eau et de la biodiversité, mais je suis aussi à l'office de l'eau. Donc vous gérez mal. Oui, vous pouvez dire ça. Mais oui, vous gérez Ça mal. ne me gêne pas. Mais voilà une bonne vérité, docteur. Vous ouvrez les En fait, conséquences. le problème qui se pose en Martinique, et on le répète à l'envi ici, on a la quantité d'eau, on a le volume d'eau qui pourrait arroser, que dis-je, noyer tous les Martiniquais, ce que je ne souhaite pas, mais c'est la gestion de cette eau. C'est la gestion de la menée de cette eau, la gestion de cette distribution de l'eau. Ces jours-ci, il y a des fouilles qui sont faites par une société, justement, à la recherche de l'eau. Enfin, bref, de l'eau, il y en a. Mais c'est la gestion de cette eau qui pose problème. Oui. Hein? Alors, tant que nous... Sa gestion et sa répartition. Hein. La gestion, la distribution, la répartition et même le coût. Parce que plus d'eau. Et ceux qui ont en charge de cette eau, j'ai entendu un Collignon dévoyé il n'y a pas bien longtemps dire qu'il prenait et qu'il allait résoudre le problème de l'eau. Mais la première chose qu'il allait faire, c'était d'augmenter le prix de l'eau. Comme si c'était une solution au problème qui était posé. Bon, enfin... Qui est-ce que vous avez entendu dire ça? C'est mon plaisir. Est-ce que c'est quelqu'un qui défend la population alors? Mais à quoi hein? Mais il a dit oui, le problème de l'eau, je vous le résous en 2 coups de cuillère à peau. Hein? Mais la seule chose que je commence par dire, que j'augmente le prix de l'eau. Bon, est-ce donc une solution? Je ne crois pas. Mais l'eau, elle est là. Et il faut revenir à ce qu'on dit. C'est comme le transport, on fait la pirouette là. Le transport, on parle de ça, un transport qui est défaillant. Mais quand le Martiniquais ne paie pas ce transport-là, quand vous pouvez monter, comme vous voulez dans un bus, le prendre à faire le tour de la Martinique, et puis vous allez en redescendre, et puis vous n'allez pas payer ce transport en bus. Pourquoi? Le problème qui se pose, vous savez quoi? Eh bien, jusqu'à présent, on est infoutu, comme dit mon maître, de mettre en place une régie de vote du ticket de transport en Martinique. Moi, je puis vous le dire. J'ai fait l'expérience. J'ai été voir de quoi il revenait. Incapable de vous vendre un ticket pour prendre un bus. Voilà. Alors, le reste, c'est la philosophie du bois. Revenir à l'eau. Moi, je voulais juste dire qu'effectivement, le docteur Montezuma avait tout à fait raison. La quantité d'eau sur la planète Terre n'a pas diminué. D'ailleurs, les scientifiques ont découvert qu'il y avait une réserve d'eau, notamment pour les océans, parce qu'ils ont étudié pour savoir si les océans, la quantité d'eau avait diminué. Et ils ont découvert qu'il y avait une réserve d'eau en bas, plus bas des océans, qui continuait à régénérer les océans. Oui. Donc au final, il y a énormément d'eau. Et pour revenir à la Martinique, effectivement, nous avons vraiment un problème de gestion de l'eau. Mais moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que nous savons déjà que nous avons des périodes de difficultés de sécheresse. Normalement, nous sommes dans une période où il y a beaucoup d'eau et d'humidité. Mais bon, malheureusement, elle s'avère qu'elle soit très sèche. Pourquoi les agriculteurs n'ont pas mis en place, avec d'autres organismes, des lacs artificiels? On peut creuser une sorte de lac et puis mettre de l'eau dedans, comme ça. Des mares, voilà. Voilà, c'est ça, dans le Mar. Métropolitaine, les fameuses méga-bassines. Ah, il y a des mares déjà. Bon, oui. Il faut les entretenir. Il y a 1000 mares, mais il faut les entretenir. Voilà, il faudrait premièrement les agrandir. Oui. Deuxièmement, les entretenir. Pourquoi nous ne faisons pas ça? Il faut qu'attendre que les animaux soient malades, affamés, pour qu'on réagisse. Et ça s'est passé à Chessière. Et l'ancienne municipalité a eu l'intelligence de mettre des mares un peu partout où les vaches pouvaient aller boire, où les gens pouvaient aller prendre de l'eau. Et ces mares-là jouent un rôle extraordinaire, très important pour les gens à proximité. C'est de l'eau de proximité. Il y a l'herbe. Comment? Pour le bétail, il y a le problème de l'herbe.
J'en conviens. Oui, l'herbe, c'est l'eau. La présence de l'herbe, Une seconde. de l'eau. Une seconde. Et que sans eau, il n'y a pas d'herbe. Docteur Montesi me disait qu'il n'y avait pas de l'herbe. Je lui rétorquais que sans eau, il n'y a pas d'herbe. Hein. Et c'est ça qui se produit en ce moment. Il y a pénurie d'eau et les mares sont desséchées. Et regardez, pour revenir aux agriculteurs, il en est qui montrent du bétail famélique. Et moi, ça va poser un problème de santé publique dans quelque temps, parce qu'on ne va pas lui demander d'abattre son bétail, et fut-il famélique, n'est-ce pas? Merci. Moi, la question est la suivante. Est-ce que le bétail a besoin de manger de l'herbe fraîche? Non. Non. Voilà. Eh ben, pourquoi ne pas stocker des bottes d'herbe? Eh ben, Ils font ça à la et malgré ça, Mais on c'est retrouve une les question de bétails moyens, affamés? Non, mais Eh ben, on leur a donné de la banane pendant mais- cette semaine, paraît-il qu'il y a eu... Une distribution de bananes. Il y a une distribution de bananes. solidarité entre les bananiers et les éleveurs. Et on a fait venir du Nord des tonnes de bananes. Oui, et Banamar a livré 15 tonnes de bananes aux éleveurs bovins pour faire face aux conséquences de la sécheresse. En tout cas, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit. Il y a de l'eau à n'en savoir que faire. Oui. Il y a de l'eau dans le sol qui est mélangée avec du feu. Oui. On va très bien comment c'est possible. Mais je comprends que vous ne compreniez pas ça. Oui, non, ça, je ne comprends pas comment c'est possible. Il y a sous la mer, Oui. il y a plus Des d'eau volcans, encore que oui. sur la mer. Oui. Il y a- moi, j'y crois pas une seconde. Il y a de Mais vous ne croyez pas? Ça n'est pas une religion. Hein. C'est des scientifiques qui ont fait des mais études C'est sérieuses. c'est pas une Ok, religion. moi, j'ai la conviction que le réchauffement climatique est un événement que les scientifiques n'ont jamais connu vraiment, Oui. qu'ils ne dominent pas, Et qu'ils n'ont ils pas peuvent vu raconter venir. ce qu'ils veulent. Le réchauffement climatique peut être très dangereux, peut être un vrai problème. S'il commence à ne pas pleuvoir sur Terre, on aura un vrai problème, même s'il y a de l'eau à l'intérieur de la Terre avec du feu, de l'eau et du feu. non, mais ce qu'il y a aussi qu'il faut noter, c'est que dans le passé, Dr Montesi, dans les années au début du siècle, dans beaucoup de régions, en Martinique ou ailleurs, il y avait des mares, il y avait beaucoup plus d'arbres, il y avait moins de routes en goudron qui réchauffaient, qui séchaient l'atmosphère. Il y avait moins de maisons avec des toitures en tôle qui chauffaient l'atmosphère. Il y a dans certaines villes, en Martinique comme ailleurs, le volume, le nombre de mètres carrés de toiture par jour qui réchauffe l'atmosphère, c'est phénoménal et ça, c'est nouveau. Donc avant, quand il y avait des maisons en tuiles et autres, il y avait moins de concentration de température. Et au même moment, les voitures, bien entendu, les tracteurs réchauffaient moins l'atmosphère. Vous savez, si vous prenez le volume d'air chaud distribué sur la RN5 de Fort-de-France à Sainte-Anne, ça n'existait pas il y a 50 ans. Donc il faut tenir compte de ça, d'autant plus qu'on a un peu négligé les réserves. Depuis l'avènement de l'adduction d'eau, depuis qu'on a pu faire monter des tuyaux vers certaines communes où il n'y avait pas d'eau, eh bien, un certain nombre d'actes de conservation d'eau a été abandonné. Donc, il y a aussi la construction des villas. Sur beaucoup de secteurs, on privilégiait les pelouses et on a moins d'arbres, on a moins de grands arbres qui protégeaient contre l'évaporation. Ouais. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'eau principalement disponible, c'est l'eau venant des tuyaux, alors qu'on pouvait facilement avoir une végétation beaucoup plus dense pour permettre de limiter l'évaporation et de conserver l'eau dans les débuts de rivières, c'est-à-dire les ravines. Les ravines pouvaient conserver l'eau 10 mois sur 12 et les rivières étaient parfaitement alimentées, mais dès lors qu'on coupe les ravines, qu'on fait des ponts, qu'on fait des rivières, qu'on coupe les arbres, il est bien évident, la retenue de l'eau de sous-sol, elle est moins forte. Oui. Merci beaucoup. Cindy, vous avez été impressionné par le tremblement de terre les 2 tremblements de terre en Amérique du Sud
Venezuela et en Colombie. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire? Alors oui, effectivement, cette semaine, nous avons été témoins d'un tremblement de terre qui s'est produit en Colombie de magnitude 7,5. Et nous avons pu constater les dégâts à Bogota, à Cali, etc. Et il y a eu quelques semaines de cela, il y a eu le Venezuela qui a été touché aussi par un tremblement de terre de magnitude 7 et qui a fait énormément de dégâts. Ces pays se trouvent dans la Caraïbe. Nous faisons partie des petites Antilles. Ces pays sont proches de nous quand même. Et je me demandais si la Martinique était vraiment prête pour un phénomène de cette ampleur. Donc du coup, j'aurais bien aimé qu'on puisse discuter et débattre un peu sur cela. D'accord. Qu'est-ce qui veut la parole? Et Vas-y. de toute manière, il faut savoir que nous sommes sur une faille. Nous avons un volcan qui n'est pas mort ici en Martinique. Et ces jours-ci, il est en train de faire une petite fièvre. Elle gonfle, elle se dégonfle, enfin bref, elle a ses humeurs. Et il faut savoir que face à ces phénomènes qui peuvent survenir à aucun moment, il n'y a pas, je dirais, de parade appropriée. Quand ça survient, c'est toujours une catastrophe en soi. Bien entendu, il y a les techniciens, ceux qui s'y connaissent et ont des préconisations pour dire ce qu'il faut faire ou pas, mais on ne sait jamais à quel moment que ça va arriver. Hein. Alors, monsieur... Et c'est là le danger qui nous guette. Alors, monsieur Souffleur, ma question, c'est chez vous, est-ce que vous avez un kit de survie? Est-ce que vous avez une tente? Est-ce que vous avez mis de l'eau à proximité au cas où si un tremblement de terre se produit chez vous? Ce sont les recommandations qui sont faites à bon escient, mais moi, je n'en ai pas. Et je suis comme 99,99% de Martiniquais qui n'adoptent pas ces parades. Hein. Il ne faut pas croire que... Quelles sont vos solutions, Cindy? Oui. Alors, ma question, c'est déjà... Vos solutions. Ah, ma solution. Moi, je pense sincèrement que les Martiniquais devraient préparer une trousse de secours, vérifier qu'il y a des médicaments qui pourraient servir, des pansements, des bandages, de mettre en place des coins d'eau, donc pour avoir de l'eau à proximité, mettre une tente près de la porte au cas où... Et un sifflet. Et un sifflet, voilà, c'est ça. Et un sifflet au cas où si vous êtes bloqué sous les décombres. Et surtout, les papiers comme carte d'identité, etc., s'ils peuvent le scanner et mettre sous le cloud, comme ça, vous pouvez récupérer vos papiers d'identité, etc., à proximité avec le téléphone, si vous avez le téléphone ou un ordinateur. Monsieur José Charlotte? Oui, alors, concernant les tremblements de terre, alors, bien entendu, je suis prêt. Je suis organisé pour ça, je suis prêt à sauter. Pourquoi vous dites bien entendu? Oui, parce que c'est évident. Oui, parce que j'ai un sac disponible. Vous n'êtes pas souffleur, quoi? Non, je ne suis pas souffleur. Vous n'êtes pas souffleur, d'accord. Pour moi, l'événement, on peut avoir à tout moment la survenance de cet événement. Merci. Donc, tout Martiniquais est normalement constitué, il doit savoir qu'il est sur une zone sismique, cyclonique et autres, et à tout moment, il doit sauter dehors. Il doit tout faire pour sauter dehors, et bien entendu, avoir à l'intérieur de la maison un pied de biche pour pouvoir au moins défoncer une porte pour sortir, si c'est possible. Parce qu'on peut rigoler, mais quand il y aura tremblement de terre, quand il y aura déformation de la structure de la maison, les fenêtres et les portes ne vont pas s'ouvrir facilement. Ils vont perdre leur cadrage. Il faut avoir des forces pour défoncer la porte pour sortir. C'est pas si simple que ça. Donc, c'est pas mauvais d'avoir un pied de biche à l'intérieur de la maison pour pouvoir casser une vitre pour sortir. Ah, c'est de bons conseils, ça. Il ne faut pas casser une vitre pour se blesser à l'intérieur non plus, mais il faut prendre conscience de la réalité. Mais l'autre chose aussi, on a constaté qu'il y a un certain nombre de répétitions de tremblements de terre. Peut-être que dans le passé très lointain, il y a toujours peut-être eu des tremblements de terre. Sauf que les maisons n'étaient pas en mode vertical. Les gens étaient au sol, dans des abris peut-être légers. Donc cela faisait moins de dégâts. Hein. Il n'y avait pas de blocs, il n'y avait pas d'immeubles, il n'y avait pas de gratte-ciel. Donc peut-être que les tremblements de terre ont toujours existé, sauf que les conséquences sont différentes. Mais aussi, si nous parlons de changement climatique, c'est-à-dire la sécheresse du sol, et notamment le sol argileux qui se contracte et qui se rétracte en considération de l'humidité et de la sécheresse. Il est bien évident que dans le passé, les constructions en béton ou en briques creuses étaient peut-être adaptées pour une période, mais dès lors que la construction devient vieille et que le sol
se contractent, se rétractent, donc ça crée une certaine fragilité de la structure. Donc dès lors qu'on a la fragilité, comme certaines régions métropoles, où la construction il n'y avait pas de ferraille dans les structures de béton. Et ils découvrent maintenant que les maisons se fragilisent au gré des variations climatiques. La question qui se pose, c'est qu'il faut quand même que des diagnostics se fassent. Il faut que nous soyons prêts, et aussi financièrement. Alors je dis financièrement parce que comme il y a changement climatique, comme il y a des dégâts des eaux, aux inondations et tremblements de terre, peut-être qu'il faudra créer un impôt de solidarité climatique, puisqu'il faudra peut-être aider les agriculteurs à rebondir très rapidement, ou les hôpitaux qui doivent être construits, il faut trouver des fonds rapidement, parce que les assurances ne vont pas suffire. C'est clair. Le temps de prendre un délai pour constituer des papiers, les expertises et autres, la population n'aura pas suffisamment d'aliments pour se nourrir. Et bien entendu, les prix vont monter. Donc on doit pouvoir anticiper et pouvoir avoir de la réserve financière, sociale, collective, pour aider les personnes à redémarrer le plus rapidement que possible. Merci. Docteur Montézu. Je crois que Il y a aussi ça à dire. En tant que médecin... Non, mais quel que soit les Moi, ce que je vais parler, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la première chose qu'il faut faire, la toute première chose, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est de redonner son rôle à l'éducation nationale. Il n'est pas normal que les enfants sortent tant d'années à l'école et ils sortent de là sans savoir, par exemple, comment faire les gestes de premier secours. Pas seulement pour les tremblements de terre, mais quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui s'évanouit, etc. Ça devrait être une matière obligatoire à l'école. C'est les pompiers qui font ça. Une matière. Je suis en train de vous dire que justement, ça ne doit pas être l'affaire des pompiers, ça doit être l'affaire de tous les Martiniquais. Alors, je me suis et mal donc, exprimée. on l'apprend à l'école. Je me suis mal exprimée. En fait, les pompiers interviennent dans le cadre scolaire pour apprendre les premiers secours. OK. Ce que vous dites là, c'est du pipi de chien. D'accord? C'est du bidon, c'est du baratin. Je vous dis de mettre ça comme une matière à l'école, exactement comme le français ou les mathématiques. Sans option, une obligatoire. Et sérieux, avec un examen à la fin de l'année, avec un coefficient, faire ça sérieusement. Moi, je vois bien quand les pompiers viennent, les enfants s'amusent. Quand on fait comme s'il y a un problème et puis il faut partir de la classe, les enfants s'amusent. On s'amuse. Ce n'est pas du tout amusant. Il faut que ça devienne une matière à part entière. Il faut aussi que les trousses de survie soient obligatoires. Et là aussi, l'école peut nous aider. C'est-à-dire, l'enfant doit, de la même façon qu'il présente un livre, il a un livre pour à l'école, eh bien, il doit avoir une trousse de secours qu'il présente à l'école, on sait qu'il l'a. Si on demande aux Martiniquais d'avoir chacun sa trousse, ça ne va pas marcher. On l'a bien vu quand il fallait faire les tests contre le cholestérol, etc. Ça n'a pas marché. Il faut que nous soyons obligés de faire un certain nombre de choses pour les faire. Et donc, je propose effectivement que ça devienne obligatoire d'une façon ou d'une autre, qu'on ait une trousse chez soi. Il faut retenir ce qu'a dit M. José Charlotte concernant ce qu'il faut pour casser une porte, pour casser une fenêtre, pour sortir de la maison, en sachant que la première chose à faire quand il y a un tremblement de terre, c'est de sortir de la maison. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Je voulais juste rajouter que les mairies ont recensé des espaces sécurisés. Donc il faudra se rapprocher des mairies pour pouvoir évacuer dans des espaces sécurisés. Et comment on appelle le service qui s'occupe de la solidarité des mairies, j'ai oublié le nom. Le CCAS. Le CCAS aussi a déjà fait le recensement des personnes vulnérables. Donc il faudra aussi se rapprocher d'eux pour pouvoir connaître les foyers vulnérables. Ça doit être le travail des conseillers municipaux qui connaissent bien les quartiers, d'aller voir les choses. Et pour corroborer ce que disait M. Larouché, j'ai vu qu'il n'y a pas bien longtemps, dans un pays nordique, des enfants, pour qu'ils soient acceptés, par exemple, dans une institution ou n'importe quel truc, il faut que l'enfant de 5 ans, il faut qu'il sache nager, et qu'il soit rompu au premier soin et au premier geste de secours. 5 ans. Et si l'enfant n'a pas ce viatique,
il n'est pas accepté dans ces écoles-là. Le groupement. Ouais. À 5 ans. Ouais, donc je Donc, pense que c'est fondamental. C'est fondamental. Pas de temps en temps qu'on vienne faire un petit Oui. cours comme ça, que ce soit obligatoire, ça fait partie du cursus. C'est le caractère Exactement. obligatoire, Culture c'est sociale de base. ce que nous n'aimons pas. Mais dans ce pays nordique, je ne sais pas si c'est la Norvège ou un truc comme ça, l'enfant à 5 ans, il savait nager et il savait. Qu'est-ce qui vous pose problème dans les aéroports, Cindy? Vous qui voyagez tout le temps. Alors, qu'est-ce qui Vous pose problème quand vous voyagez? Le club de pilotage. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui nous pose problème? Tiens, on va voir qu'est-ce qui vous pose problème. Non, ce qui me pose problème, c'est qu'il faut arriver trop en avance pour pouvoir enregistrer. C'est ça qui vous pose problème? Oui, mais on peut le faire sur le téléphone, mais des fois, ça passe pas très bien avec Internet. D'accord, c'est ça qui vous pose problème. Oui. Et vous, monsieur Souffleur? C'est pareil, moi. Toute la procédure pour et voyager, c'est la procédure en elle-même. Et vous, monsieur Montezum? Qui ne garantit Docteur rien du Montezum, qu'est-ce qui vous pose problème lorsque vous voyagez? Oui. Vous voyez en première classe. Il y a quand même J'ai pas un... compris. Mais vous ne montez J'ai dit, je n'ai pas de problème, je voyais en première classe. Mais vous montez directement il n'a dans pas, l'avion. laissez-le parler. Nous, vos problèmes à vous, hommes normaux, Oui. hommes ordinaires et femmes ordinaires, excusez-moi, Hein. c'est que ça vous prend trop de temps, machin. Ouais. Le docteur Montezum, il voyage en première classe. Il est Donc, catapulté. Et puis c'est tout. Il n'est pas comme vous, il faut bien Ouais. comprendre ça. Ouais. Alors, c'est Charlotte. Moi, ce qui me pose problème, il n'est pas forcément visible. Hein. Je peux accepter de me préparer longuement pour passer le filtre pour accéder à l'avion. Ça ne me pose pas de problème particulier. Ce qui me pose problème, c'est le poids financier de la sécurité internationale sur les billets d'avion. C'est-à-dire que nous disons que les billets sont chers. Sauf que les charges aéroportuaires sont tellement lourdes que sur le billet d'avion, on ne regarde pas assez le poids de l'infrastructure. On accuse souvent les sociétés aériennes de s'enrichir autres, mais sur le billet d'avion, il y a trop de taxes. C'était pas ma question. Vous c'est pas bon. avez assez d'argent pour acheter votre billet, vous n'avez pas de problème. Non, j'ai pas assez d'argent. Non, je ne suis pas docteur Montezum. Imagine. Je ne suis pas docteur Montezum. Non, mais vous voyagez en classe économique. Je voyage en classe éco, des fois en affaires, si Dans- c'est pas moi qui paye. Dans la bétaillère. Bah, qu'est-ce qui vous pose problème à part ça? Le prix, bon, vous avez payé, vous êtes à l'aéroport. Hein. Bon, ce qui pose problème à l'aéroport, c'est peut-être... Ok. Non. Ben, Cindy, je vous félicite et vous remercie, vous aussi, monsieur Souffleur. C'est pas normal qu'un moyen de communication aussi moderne que l'avion. Vous vous rendez compte? Vous arrivez à 6h, à 18h en Martinique, vous entrez dans un avion, vous vous couchez pour dormir, tranquille, pas de problème. Le lendemain, vous êtes à 8000 km. On ne peut pas imaginer de choses plus magnifiques que ça, quoi. Eh bien non. Il faut que nous perdions au moins 3 heures de temps pour pouvoir se faire enregistrer, pour récupérer les bagages. Mais Pratiquement la moitié du temps, on est là à se faire contrôler par la douane, la société. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre comment un procédé de communication aussi fondamental, aussi moderne, aussi extraordinaire que l'avion, eh bien, on ne puisse pas résoudre ces problèmes-là. Il faut arriver 2 heures à l'avance, ça. C'est pas possible. Ça, je trouve ça. Je trouve ça absolument insupportable. Et puis, oui. Eh bien, écoutez, Quand on est en première, on n'arrive pas à l'avance. Contrairement à On ce arrive que la vous veille, dites. le lendemain. ce n'est pas ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que les prix des billets sur les dom-toms sont les plus chers au monde. C'est ce qui me paraît scandaleux. Quand je dis plus cher, c'est 2 fois plus cher que dans n'importe quel Mais pays bien du sûr. monde. Des fois 3 fois plus cher. C'est-à-dire sur Hong Kong, sur Dora, sur New York, mais New York, c'est pas peut-être tellement loin. Peu importe, sur Tokyo, ces billets sont 2 fois, quelquefois 3 fois moins chers que ce que nous pratiquons. En plus de ça, on est dans des avions très confortables. Ah bon? Par exemple, quand vous allez à Dubaï.
Pas seulement à Douai. Si vous allez dans des pays qui ne sont pas plus riches que nous, par exemple en Thaïlande, Air Thai, il faut voir ce que c'est. Ah oui. C'est du luxe. du luxe, hein. Alors que nous, on est dans sûr. des bétaillères. C'est ça. Mais oui, bétaillère, c'est bien le terme. À l'étroit. Et à des prix 3 fois plus importants que le reste du monde. Et la nourriture n'est même pas bonne. Et le brouet qu'ils vous servent comme nourriture dans l'avion. ouais. Mais c'est un fait. Ce qui fait dépend, que vous travaillez je à ne combien? sais pas, je sais que nous parlementaires se sont beaucoup battus contre ça. Je sais que le gouvernement lui-même en parle, mais personne ne fait rien. Pourquoi personne ne fait rien? C'est parce que ça permet, il n'y a pas de concurrence, et ça permet en France de renflouer La caisse. des lignes les gens qui sont peut-être très peu rentables. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, sur sa ligne Paris-Tokyo, eh bien, quelquefois, c'est pas plein, il préfère remplir la Martinique et pouvoir compenser ce qu'il a un peu perdu sur Tokyo. Autrement dit, nous sommes, comme on dit, La vache à lait. La vache à lait. Ah ben la vache à lait, mais enfin, le point d'ajustement Oui. de leur problème. La variable d'ajustement. La variable d'ajustement de leurs problèmes. Voilà, Pour c'est comme ça. autant, nous avons, il faut bénir et remercier qui de droit, un parlementaire qui s'est attelé au problème de la continuité territoriale. Ah, il a dû rester attelé depuis ce moment. Non, mais mais depuis il est perdu. Depuis il est perdu Je corps ne et sais bien. pas, il est peut-être sous l'attelage toujours. Hein, parce que- Depuis il est perdu corps et bien. Et on n'en entend plus parler. Comme si. Non, mais. Ça sont des machines mais lourdes. vous avez quand même compris que la France reprend d'une main ce qu'il vous a donné de l'autre. Hein? Oui, Bon, très bien. Alors, Donc vous n'avez rien à dire. Nous avons des représentants qui sont dans la posture, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, il faut arrêter avec ça. Hein. La France nous prend d'une main, etc. Vous n'êtes pas la France. Parce que, Vous n'êtes pas la France. est-ce que je ne suis pas... Je suis la France. Après, vous dites que la France prend d'une main, ça une doit partie. être- Oui, elle fait Vous ça. Non. Là, attendez, vous êtes la France aussi. Oui. La différence, c'est que moi, j'ai les yeux grands ouverts, vous les avez fermés. D'accord. Nous sommes tous les deux la France. Je hein. vous invite à aller chez un opticien pour que je vous Ouais, regarde. ouais, d'accord. Je vois vos Pas yeux celui ouverts. du Je vois docteur vos yeux Empire ouverts. qui s'est fait. Non, c'est important. Je veux dire que c'est exactement le problème que nous avons. La France nous prend d'une main ce qu'elle nous donne. Il faut arrêter ça, quoi. Ah. Ou bien nous sommes un pays, auquel cas il faut demander notre indépendance, ou bien il faut accepter d'être une région de France. Mais c'est ce que Si nous sommes une j'ai dit région la même de chose France, que vous. si nous sommes une région de Au sens France, c'est solidarité pas la France nationale. qui Mais prend. voilà. Ouais. Non. Simplement, il faut se battre pour Oui, avoir il faut se l'égalité. battre, ouais, d'égalité. L'égalité avec les autres ouais. régions Ça fait de combien de temps France. qu'on se bat? Des avancées. Comment? Ça fait combien de temps qu'on se bat pour avoir l'égalité? Attendez. Je vous réponds. Oui. Notre discours est ambigu. Oui. Nous ne nous battons pas pour l'égalité, nous battons pour des évolutions institutionnelles. Avant Nous- ça, Avant ça, quoi? depuis Le l'esclavage. Attendez, pas du tout. Comment il s'appelle? À l'abolition En de l'esclavage. 1848. Oui. On s'est battu pour avoir les mêmes droits. Oui, nous sommes battus. Et nous avons, nos ancêtres, nos parents, ont réussi à avoir exactement les mêmes droits. En 1946. Alors, donc c'est D'accord. pas la peine qu'on se batte alors. Ensuite, Aimé Césaire, pendant toute Il dit la... des choses contradictoires. Ensuite, Aimé Césaire, pendant tout le début de sa mandature, en tant que député notamment, s'est battu pour que nous ayons, non pas les mêmes droits, mais que nous soyons égaux. C'est liberté, fraternité, non, liberté, égalité, fraternité. Pour mettre en place l'égalité. Et nous n'avons toujours pas l'égalité. C'est ce combat-là que nous devons avoir. Ce n'est pas celui que vous avez mené, M. Montezuma. Eh ben, je Ce le n'est prends avec pas vous. celui que j'ai mené. Ce n'est pas celui que notre génération a mené. Nous avons mené le combat contre la décolonisation, etc. C'était un mauvais combat. Ce n'était pas le combat. Et donc, alors que nos parents ont mené le bon combat vers l'égalité, ils ont obtenu donc la départementalisation en 1946, notre génération s'est trompée de combat. Il faut avoir le courage de le dire. Et maintenant, la génération qui vient, eh bien, il faut qu'elle se batte pour obtenir l'égalité. Il y a beaucoup de gens qui ne mènent pas ce combat-là. Ils se disent qu'il faut se rapprocher de nos frères de la Caraïbe, il faut ceci, cela.
Non, il faut se battre pour obtenir l'égalité. Il n'y a aucune raison que nous ne gagnions pas. Il n'y a pas longtemps qu'on mène ce combat-là. Il faut aussi se battre pour la fraternité, parce que ça n'a pas été fait encore. Non, mais vous êtes Vous ne trouvez pas bienvenus. les Français fraternels? Non. D'accord. Mais vous êtes bienvenus et parce que vous avez... Moi, j'ai jamais eu de problème avec les Français. Vous avez adopté et le verbe progressiste. Quand vous avez parlé, parce que ce que nous avons toujours demandé, Aimé Césaire, n'est-ce pas, c'est cette autonomie que nous appelons de nos voeux. Nous avons... Vous vous trompez. Aimé Césaire, il a parlé nous parlons de normes. Laissez-moi vous dire, Aimé Césaire était un assimilationniste. C'est lui qui a porté la loi de 1946, qui a fait de nous des Français. Oui. Et tous ses discours, pendant toute la première partie de sa mandature en tant que député, c'était « faites de nous des Français comme les autres. Arrêtez que le préfet soit gouverneur, qu'il devienne préfet. » Et c'est lorsqu'il n'a pas gagné ce combat-là qu'il a dit « bon, eh bien, je suis pour l'autonomie. » Et je ne crois pas qu'Aimé Césaire était en réalité pour l'autonomie. Je crois que c'était un moyen de pression. En faisant monter l'autonomie, voire l'indépendance, eh bien, ça faisait un petit peu peur aux Français qui disaient, eh bien, allons lâcher du lest. Je pense que c'est un moyen de pression plus que par conviction. La preuve, M. Souffleur, c'est que lorsque son ami François Mitterrand est arrivé au pouvoir et qu'Aimé Césaire aurait pu lui dire, mais faites-nous faire un pas vers l'autonomie, eh bien, il a décrété le moratoire. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Oui. Alors, non. Pour dire deux mots concernant la difficulté sur l'aéroport, sur le transport aérien. Moi, je pense que si, comme l'a dit Cindy, si les ultramarins étaient suffisamment solidaires, on aurait pu mener, disons, un combat, je ne dirais pas jusqu'à grève, mais une mobilisation pour imposer que le prix au kilomètre d'avion soit le même que Paris-New York, Paris-Brésil, Paris-Saint-Domingue, Paris-Singapour et autres. Très bien. Parce que c'est parce que nous sommes trop dociles que des personnes, disons, influentes, nous imposent des prix au-delà duquel nous perdons notre liberté. Nous perdons nos familles en métropole, ou ici même, se retrouvent obligées, en France, hexagone, obligés de refuser, de reculer, de renoncer à visiter leur famille de l'autre côté parce que le billet d'avion fait échec à leur liberté de vie. Et ça, on a une possibilité de faire échec à cette situation-là en nous solidarisant, en nous mettant, disons, une mobilisation forte et permanente pour que les autorités administratives, politiques, puissent dire, voilà, effectivement, vous nous avez convaincus, nous sommes déjà convaincus, mais vous êtes tellement dociles que nous n'avons rien trouvé en face, et c'est pour cela que nous avons laissé les choses se dégénérer. Mais il est parfaitement possible de retrouver l'égalité, avec un prix au kilomètre, avion, au même titre que Paris-New York, Paris-Toronto, Paris-Miami, Paris-Brésil. Alors, pour conclure cette émission, et la série... Attendez, c'est moi qui conclue. C'est moi qui conclue l'émission, c'est pas vous. Bon. Et la série d'émissions que nous avons eues de cette année, c'est les vacances, là, monsieur. Ah bon? Nous prenons des vacances, à la Martinique, pour le moment, et pour la Guadeloupe également, mais surtout à la Martinique, ce qu'il faut reconnaître en cette fin d'année scolaire, en ce début de vacances, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Il n'y a pas de visibilité, par exemple, pour les jeunes, et c'est pourquoi ils s'en vont, aussi bien que ceux qui sont diplômés que ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne sont pas diplômés, c'est parce qu'ils cherchent du travail. Ceux qui sont diplômés, c'est parce qu'on leur prépare mieux ailleurs. De notre côté, nous avons une baisse de la démographie, tout le monde sait ça, comme dans les autres pays, c'est pareil. Et toutes les collectivités sont exemptes, pas d'argent. Donc c'est très difficile d'avancer. Et si les Martiniquais ne réagissent pas, et je les incite à réagir pour l'année qui va venir, pour les élections qui vont venir, pour bien comprendre qu'il y a des choses précises qu'il faut faire
si on ne veut pas que ce département sombre dans la pauvreté, sombrer, je veux dire, comme un bateau qui sombre. A déjà sombré. Ah, il a déjà sombré, bon, d'accord. Il faut vraiment qu'on ait clairement en tête ce qu'il faut faire. Enfin, premièrement, la situation économique et sociale telle que nous la vivons actuellement, et ce qu'il faut faire pour sortir au moins de ça. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est extrêmement simple, en réalité. Pourquoi les jeunes partent? Ça n'a aucune importance qu'ils partent. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont partis, pour revenir, le voyage et tout ça, c'est très cher, c'est tout un tas de problèmes. D'accord? Que leurs parents aillent les voir, etc. Si je suis un jeune et que je peux avoir un billet d'avion pour 200 €, partir en France pour 200 € et revenir pour 200 €, il me faut une nuit de sommeil pour venir en Martinique. Parce qu'on va faire le nécessaire pour qu'on ne soit pas obligé de perdre 3 heures à l'aéroport. On a fait le nécessaire. Donc prendre l'avion, c'est presque comme prendre le bus. Ça ne coûte pas cher. Mais je n'ai rien à faire de partir. Au contraire. Au contraire. Donc en réalité, ce qu'il faut régler, c'est le problème de l'égalité. C'est-à-dire dire de la même façon qu'un habitant de la Haute-Savoie ou du sud de la France peut aller à Paris facilement pour certains. Donc le chômage n'existe pas à la Martinique. Il faut. Le chômage des jeunes n'existe pas. Oui. Je vous dis que nous avons la chance d'être une région de France et donc d'avoir à notre disposition, nous parlons français, nous avons la chance d'avoir un tas de possibilités en France même. S'il n'y a pas de travail en Martinique, eh bien, nous allons travailler à Paris, on va travailler ailleurs. Le problème, il faut que nous puissions très facilement aller à Paris, très facilement aller à Paris ou ailleurs, que la France soit à notre portée très facilement. Nous sommes dans le siècle du téléphone portable, dans le siècle de l'email, la communication, c'est extrêmement facile. Si, je sais que ce que je dis est idiot. Donc, c'est parce que vous êtes incapable de comprendre, donc vous le trouvez idiot. Et qui travaille à la Martinique alors? Vous êtes en train de dire que les Martiniquais s'en vont. C'est donc qu'ils ne trouvent pas de travail. Bon. Alors, je vous dis qu'il faut du travail en Martinique, mais que si on avait les moyens d'aller très rapidement... Si on avait les moyens d'aller très rapidement travailler ailleurs, eh bien, pourquoi pas? Et cotiser où ça? Pour cotiser quoi? Comment cotiser quoi? M'expliquez-lui. Nous sommes une région de France. Que dans une population, si les gens ne cotisent pas, l'économie ne peut pas se faire. Nous sommes une région de France. Nous ne sommes pas un pays. D'accord? Et donc, ici, par exemple, comment on appelle ça? Les jeunes qui vont aller travailler ailleurs, ils vont cotiser. Ailleurs? Oui. Si vous cotisez à Paris, ce que vous cotisez à Paris ne va pas aider les gens de Paris, ça va aider les gens de la France. C'est le gouvernement. Donc c'est pareil. Quand il va aller quelque part... Donc il vaut mieux qu'il parte, alors si je comprends bien. Non, mais qui ça... S'ils peuvent partir sans problème, il n'y a aucun problème là-dessus. Plus large liberté et dans le c'est légal. Alors, au lieu de chercher à développer ce pays, vous voulez faire partir les Martiniquais, cotiser en France, et vous croyez que ça va sauver le problème des Martiniquais? Vraiment, vous croyez ça, monsieur? Ça ne veut rien dire cotiser en France. Souffleur. Ça ne veut rien dire cotiser en France. Ça veut rien dire sauver le pays. Vous êtes dans la schizophrénie. Il faut arrêter de penser que vous êtes français et région en même temps que vous êtes un pays. Il faut développer. Mettez-vous dans la tête une fois pour toutes que vous êtes une région de France. Et donc, voilà, si je peux, à la fin de la semaine, le vendredi, je travaille à Paris, venir en Martinique en une nuit de sommeil, eh bien, je viens en Martinique. Et ça ne me pose pas de problème. Oui, mais l'autre difficulté... Je vous donne le prix Nobel d'économie. Moi, ce que je voulais dire, vous l'avez bien mérité. De quoi? Le prix Nobel d'économie. Vous avez une bonne réflexion. J'ai entendu le prix Nobel d'économie. Personne n'y avait pensé avant vous. Mais absolument, je sais. On est censé réduire le CO2. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Écoutez, monsieur Larocher, je suis d'accord sur un certain point de ce que vous avez dit. Il faut que les billets d'avion diminuent. Ça, c'est une certitude. Mais je ne suis pas d'accord du fait que vous dites qu'il faut partir. Je n'ai pas dit qu'il faut partir. Il faut partir. Il faut qu'il y ait une liberté, un turnover. Oui, on est d'accord. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'on développe une industrie chez nous, que nos cerveaux reviennent chez nous,
qu'on développe une industrie, qu'on puisse aussi avoir les cerveaux peuvent aller autonomie financière, investissement chez nous. Et la confiance dans les collectivités. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une entreprise, vous refusez de travailler avec les collectivités parce que vous savez qu'ils ne vont pas vous payer. Bien sûr. Bien sûr. Une petite seconde. Donc, vous doutez pour faire des affaires. Et mieux encore, je vais vous dire, on dit que la population baisse. Ce n'est pas sûr que la population baisse, puisque ce qu'il y a, c'est que les jeunes en âge de procréer partent et ils font des enfants de l'autre côté de l'Atlantique. On est d'accord. Donc, on limite les dégâts de l'autre côté, mais on creuse le déficit en Martinique, d'autant plus que les jeunes sont poussés par plusieurs facteurs. La cause, elle est multifactorielle, dans la mesure où, aujourd'hui, on sait bien que le transport ne permet pas à une personne de travailler normalement. Le mode de transport que nous avons. Oui, le transport, c'est le moyen le plus basique pour aller travailler. On ne peut pas aller travailler en Martinique sur la démographie, vous vous trompez, c'est dans le monde entier. Une situation de transport comme ça. C'est dans toute la Mais Caraïbe. mieux encore, l'État ou les collectivités, ce sont des référents de sûreté, de garantie. Aujourd'hui, a-t-on les garanties face aux collectivités ou à l'État? Non. Voire même à la justice des fois. Comme j'ai été coupée Alors, dans mon élan. le problème qu'il y a, elle a été coupée dans son élan. Il faut refaire revenir la confiance. Hein. Donc pour une fois qu'elle a de l'élan, oui, ne soyez pas coupée dans votre élan. J'ai été coupée dans mon élan. Ce que je voulais dire, c'est que les grandes instances ne baissent pas le prix du billet parce qu'ils savent très bien que quel que soit le prix du billet, le Martiniquais va devoir revenir chez lui. Parce qu'il est parti, mais sa famille, ses parents, son papa, sa maman vit sur le territoire. Donc, du coup, on sait très bien que les enfants gèrent le quotidien à distance. Et que quand le parent tombe malade, il faudra bien ou tard revenir. Et que le prix soit à 2 000 €, il va devoir revenir. C'est pour cette raison qu'il ne baisse pas. Avant, on payait un billet d'un coup. Maintenant, on peut payer le billet en 10 fois. Oui, mais il y a ça aussi. Donc c'est là le piège aussi. Hein. Ce que l'on demande, c'est une plus grande liberté que va nous conférer le prix du billet. On est d'accord. Et plus il sera bas, ce billet-là, plus on pourra bouger à l'intérieur et de la sphère Martinique. Vous vous rendez compte, elle est en train de nous dire qu'il faut que le jeune fasse sa vie entière, autour de sa famille. J'ai pas dit ça, C'est exactement ce que José, il a sa famille en Martinique. Le problème de la démographie. Oui, c'est-à-dire que peu importe le prix du billet, vous êtes... Je suis partie à Paris, ma mère est à Martinique. Oui. Eh ben, j'ai des liens avec ma mère tombe malade, je suis obligée de revenir. Oui. Il y a un décès dans ma famille en Martinique, je suis obligée de revenir. Oui. Donc, quel que soit le prix du billet, tu seras obligée de revenir. Oui. C'est pour ça que les instances, les compagnies aériennes ne baissent pas le prix, parce qu'ils savent très bien que les Martiniquais sont obligés d'administrer leur vie avec leurs parents sur le territoire. D'accord, pas administrer leur vie quand même. Mais nous ne sommes pas dans un nombrilisme obligé. Je sais. Certes, on a de la famille, on parle. José, le problème de la démographie, c'est pas que les enfants ne sont en âge de procréer si vous procréez ailleurs. Dans le monde occidental, la démographie baisse. Dans la Caraïbe, la démographie baisse dans tous les pays, sauf en Haïti. C'est comme ça, tu dis oui, que mais rien. l'autre difficulté, Dr Montezuma, quand il y a des facteurs convergents qui poussent le jeune en âge de procréer à partir. Je suis d'accord. Quand aujourd'hui, quelqu'un qui touche le SMIC ne peut plus travailler. D'accord, mais c'est marginal. Ah non, Je te dis que sur la procréation, c'est 80% marginal. de la population touche le SMIC. Avec le SMIC, vous êtes, pour principe, affecté à un transport en commun. Avec le SMIC, vous n'êtes pas présumé acheter un crédit de voiture à 300, 400 €, 500 € sur 1200 €. Vous êtes présumé pouvoir prendre librement le transport en commun pour aller travailler. Aujourd'hui, vous avez une contrainte forte. Aujourd'hui, soit vous vous étranglez sur un crédit de voiture, soit vous ne travaillez pas ou vous vivez des minima sociaux. Sauf qu'à un moment, à force de pousser les gens à reculer socialement, financièrement, nous allons nous retrouver avec 10% de la population qui travaille pour financer le social de 90%. Et ça va durer combien de temps? Mais nous sommes en plein là-dedans. Et ça va durer combien de temps?
Non, enfin, j'aime pas les discussions sur le travail. C'est une comparaison. Il faut impérativement rentrer dans le monde du travail, l'intelligence artificielle, qui fait qu'aujourd'hui, le travail est au centre de notre vie, le fait de travailler. Avec l'intelligence artificielle, où beaucoup de travaux seront faits par des robots, par toute espèce de choses, eh bien, on travaillera moins. C'est une révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'il faudra apprendre à ne plus avoir le travail au centre de notre vie. Oui, et ça, c'est complètement compliqué. On en a déjà discuté. Oui, dans beaucoup de champs sectoriels, l'éducation professionnelle, ça sera possible. Mais même avec l'intelligence artificielle, il faudra se déplacer. Même avec l'intelligence artificielle, il faudra faire de l'agriculture, il faudra faire de l'élevage, il faudra produire pour la population. Donc l'intelligence artificielle, se déplacer moins, ça aura un effet fort sur la logistique, sur la rentabilité. Mais le travail en fin de chaîne, il faudra bien le faire avec la main. C'est pas obligé. Ils vont faire des robots qui vont faire pas mal de travaux. Ils vont fouiller les patates. On en a déjà discuté. Oui, ça peut se faire. On en a déjà discuté sur ce plateau. On en a déjà pris un exemple. Par exemple, que les caissières seront remplacées par des machines automatisées. Il y a moins de personnes qui travaillent et ces machines ne sont pas imposables. C'est-à-dire qu'eux, ils ne payent pas de charges. Donc s'ils font ça, ils mettent l'intelligence artificielle et puis que les machines ne sont pas imposables, les humains qui ne travaillent pas, ils seront dans la précarité. Ça revient au même. Financement social. Ça revient au même. C'est un nouveau monde à inventer. On n'a pas la solution, on n'est pas capable, nous, de réfléchir à ça, mais nous savons qu'il y aura une révolution extraordinaire dans le monde, qu'on le veuille ou non. Et ce n'est pas dans 100 ans, c'est dans 20 ans, dans 25 ans. On a déjà vu les conséquences. On a remplacé des caissières par des machines automatiques. Il y a des personnes qui travaillent moins, qui sont au chômage. Les machines qui les ont remplacées ne sont pas taxées. Donc ils ne payent pas de charges pour payer la retraite. Oui, mais sauf que pour financer les personnes au chômage, on va augmenter la taxe professionnelle des entreprises pour faire le cycle économique. Bien sûr. Non, nous avons déjà changé de paradigme. Et nous sommes dans le monde de demain. Mais quoi qu'il en soit, nous avons déjà les grands sujets de revendication pour l'après 2027 et les élections présidentielles. Ce que nous allons, parce que ça ira vite pour nous, ça ira vite pour nous, pour la Martinique, pour faire nos choix. Parce que ces choix-là vont... Des choix à quel niveau? Des choix de quoi? Institutionnels, pour savoir... Je savais que vous aviez à son bonheur. Mais non. Mais nullement. Il est en campagne. Mais nullement. Il sera sur une liste les choses vont arriver et nous devons... nous allons choisir, nous serons condamnés à choisir, docteur Montezuma. D'accord, on va choisir. Donc, on a le choix entre l'autonomie, rester comme on est, et l'indépendance, c'est ça? Les trois trucs à suivre. C'est la force de la démocratie. Et avec vous, l'intelligence artificielle ou les minima sociaux. Mais c'est la force de la démocratie. Tout un chacun pourra choisir. Si possible, si celui qui choisit a la capacité de comprendre ce qu'on leur propose. Vous connaissez un minimum l'histoire, merci, et vous savez que souvent, le peuple s'est trompé. Très souvent, ok? D'ailleurs, vous portez un nom qui devrait vous inciter à penser ça. Parce que les SS ont été mis au pouvoir par le peuple allemand. Bon, donc, très souvent, les peuples se trompent. Et si bien qu'on peut commencer à se poser la question sur la valeur de la démocratie elle-même. La démocratie qui fait que c'est le plus grand nombre qui met au pouvoir ceux qui dirigent. Est-ce que c'est forcément le meilleur système? Il faut avoir le courage d'également se poser cette question. Vous avez beau racler votre gorge, là, monsieur Montezuma, vous voulez dire quelque chose? Vous avez raclé votre gorge. Vous êtes tout pensif, docteur. Vous avez raclé votre gorge. Non, c'est pas pour vous l'avez pas fait exprès. C'était pas pour contredire. Ah, non. Ah, ben c'est un miracle qui me contredit pas. Je m'en voudrais de vous contredire. Quand j'ai raison. Non, c'est complètement vrai. Je veux dire que nous entrons dans un monde... De toute façon, nous-mêmes, là, on a vécu des véritables révolutions. Quoi. Ah oui. Entre le téléphone portable, ça a l'air de rien. L'email, ça a l'air de rien. Mais tout ça, on vivait sans ça à l'époque. Et puis on a connu ça, c'est arrivé sur nous. Donc les années qui viennent, ce sera encore plus grave, plus important. Une vraie révolution. Le monde
va complètement changer. Ça, c'est ma conviction. Entre le cheval et la voiture, ça avait changé aussi. Mais absolument. Mais ce qu'il y a, c'est que entre le cheval et la voiture, ça a changé. Mais si vous êtes à cheval et que vous allez quelque part, vous y arriverez moins vite que si vous êtes en voiture. Mais vous y arriverez quand même. Quand même. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas comparable, c'est pas la même chose. C'est un monde nouveau, c'est pas comparable. Ouais. Bon, vous avez fini de parler, Cindy? Mais c'est vous qui parlez depuis tout à l'heure là. Bravo, vraiment, vous avez le sens de l'observation. Vous êtes comme un rara. Vous avez observé que vous ne parliez pas. Je vous félicite. Je suis comme un rara. Oui. Oui, mais il y a un autre truc après. Un rara, il n'y a pas un autre truc dans le proverbe? Ou sans Rara la Simenset. Un rara la Simenset, voilà. Je suis comme un rara la Simenset. Oui, comme elle est. À son âge, quand même, manque de respect comme ça, franchement, c'est supportable. Vous avez beaucoup de chance parce que vous avez à côté de vous un docteur qui aurait pu dire que vous avez une diarrhée verbale. Bon, d'accord. Ok, docteur Montezuma. Incapable de traiter. Docteur Montezuma. Le docteur était capable de me traiter. Le docteur Montezuma nous boude. Il est en train de penser à sa nouvelle conquête. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir, Monsieur Souffleur, d'avoir accompagné cette émission. Que vous me permettrez de... J'ai eu un ami qui est parti vers l'au-delà. Alors qu'il me soit donné de présenter mes sincères et profondes condoléances aux parents, à la compagne, aux enfants, à la famille de Georges Dicano, décédé le 7 août dernier. Militant prométhéen, Georges était une belle âme qui a mené toute sa vie durant, avec une passion vivace, une détermination sans faille, un engagement militant porté par une foi lucide, les grands combats de la vie contre toutes les formes d'injustice et d'exploitation sociale et humaine. Son engagement n'était pas fin. Il était dans l'action. Il était l'action même, qu'il repose en paix. Et je préfère aussi, je profite pour présenter aussi mes condoléances à la famille de mon ami Lucien qui s'en est allé en ce mois d'août. Alors, j'aurais tout dit. Merci beaucoup. Docteur Montezuma, arrêtez de vous moquer de ce qu'a fait M. Souffleur, qui est très sérieux. Je vous félicite d'avoir rendu hommage à quelqu'un qui en valait la peine. Oui. Signe de bénédiction. C'est ça, mais il n'y a pas... Mais c'est un mécréant. C'est un mécréant. Il se moque du mot Amen. Parce que j'ai dit Amen. Oui, ça ne se dit pas à vous bout ne de savez champ. pas que chaque fois qu'on dit des mots saints, il faut dire Amen derrière ça. Vous savez pas ça. Donc vous l'avez dit pour lui. Je l'ai dit. Non, vous auriez pu dire Alléluia. Ok. Vous dites pas bonsoir. C'est vous qui me dites Ça vous ennuie de dire au revoir aux gens parce qu'il faut arrêter. Non, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Laouché. Bonnes vacances. Merci. Pourquoi on part en vacances? Je ne sais pas, je vous demande. Mais non, ça n'existe pas. Ah, nous sommes là. Dans mon vocabulaire, ça n'existe pas. Oui. Bonsoir, M. José Charlotte. Je dis bonsoir à toute la population et je pense particulièrement aux personnes victimes de sécheresse, de feu sur le plan de l'Hexagone, mais notamment chez nous, avec l'agriculture, les difficultés des agriculteurs, ce qui les appauvrit énormément parce qu'il n'y aura pas de récolte les jours prochains et le peu de récolte qu'il y aura, ça va poser des difficultés. Mais aussi la couche basse de la population qui a du mal à voyager pour travailler. Il y a une grosse partie de la population, vraiment aujourd'hui, c'est la misère qui descend vraiment très bas dans la population à cause du manque de fluidité du transport. Et bien entendu, à ce titre, pour que les agriculteurs puissent se relever, il faut qu'il y ait des fonds immédiats, rapides. Et bien entendu, on sait que les institutions ne réagissent pas vite. Et même les banques Merci. Les banques tirent ma chariot. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Puis je voulais juste saluer l'action de la Croix-Rouge parce qu'ils font un travail de terrain minutieux. Et je remercie beaucoup aux Martiniquais de donner parce que nous avons des populations en difficulté. Et si on peut donner, faites le geste. Et puis bon week-end à tous. Merci beaucoup. Cet après-midi, il y a eu les obsèques de Madame, l'enterrement de Madame Mézoud. Il y avait sa veillée hier, donc je voulais dire encore mes condoléances à sa famille. C'était une femme c'était une femme absolument extraordinaire,
Et donc, je suis désolé qu'elle soit partie, qu'elle nous ait quittés. Et les personnes qui sont venues à la veillée ont témoigné véritablement de la qualité de cette dame. Donc, encore mes sincères condoléances à toute sa famille. Amen. Pardon? Amen. D'accord. J'approuve. Merci Jordan Adélaïde pour votre réalisation. À bientôt. Au revoir.